Merci beaucoup. Cette année, comme vous l'avez vu, le thème sera celui de Memorias del Futuro. On essaiera de travailler à essayer de comprendre le passé pour réfléchir à comment on peut construire le futur. Et vous l'avez vu, ça concernera tous les secteurs artistiques. Et évidemment, en particulier, notre point fort chaque année, celui du débat d'idées, qui, vous le savez, pour nous, fait entièrement partie de la culture. Et ce soir, vous êtes là pour Nuestra Noche de Ideas, la nuit des idées, qui est lancée par l'Institut français à Paris. Elle se déroule à Paris, au Quai d'Orsay, en présence du ministre des Affaires étrangères. Elle se déroule également dans une quarantaine de capitales et grandes villes du monde. Et je dois dire que je suis particulièrement heureux ce soir parce que nous avons un plateau particulièrement exceptionnel. Et je vais vous décrire un petit peu le déroulement de la soirée, puisque nous aurons un thème, celui de la démocratie dans la tourmente, que nous allons décliner en 2 temps. Un premier temps, tout de suite, avec la grande chance, je ne vais pas vous les présenter parce que Juan Cruz le fera, d'avoir Alain Finkielkraut et Javier Goma qui vont nous parler de ce sujet-là. Donc la démocratie dans la tourmente, notamment dans les aspects intérieurs et ces remises en cause intérieures. Et puis un deuxième temps, à partir de 21h30, avec Hubert Védrine et Miguel Ángel Moratinos, qui viendront nous expliquer la tourmente de la démocratie face aux dangers extérieurs, notamment ceux du terrorisme, notamment ceux des populismes qui peuvent venir d'autres pays. Donc une soirée absolument exceptionnelle. Je voudrais remercier tout particulièrement nos socios culturales, vous les avez vus, Orange, Accor, CNP Paribas, Corte Inglés, CNP, Abertis, j'espère que j'oublie personne parce que ça serait grave, et puis ce soir, Banque Transatlantique et Targo qui évidemment font partie de nos socios, et donc je voudrais les remercier particulièrement parce que sans eux, cette soirée n'aurait pas pu, et cette saison ne pourrait pas se tenir. Donc merci. Et puis je voudrais remercier tout particulièrement Juan Cruz qui nous fait l'amitié d'être là. Il fait toujours avec le cœur sur la main, et je voudrais vraiment te remercier particulièrement, Juan, de bien vouloir modérer cette soirée. Je vous laisse sur ces mots. La deuxième partie de la soirée commencera à 21h30. Il faudra que l'on sorte tous de la salle. Il y aura un verre en haut. Il y aura également un mur sur lequel vous pourrez écrire vos réflexions sur la démocratie librement avec des stylos, etc. Et donc, vous pouvez faire preuve de grande créativité. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, on pourra revenir à partir de 21h15 pour la deuxième partie de la soirée. Je vous remercie et je cède la parole tout de suite à Juan Cruz. Merci beaucoup d'être là. Muchas gracias, Nicolás. Nosotros, los españoles, incluso los españoles de Canarias, tenemos mucha envidia de Francia, porque son capaces, los franceses, de seguir discutiendo. Pero no solo son capaces de seguir discutiendo, sino que son capaces de seguir discutiendo entre los que no se llevan bien, entre los que son diferentes, entre aquellos que no saben qué piensa el otro y le escucha para saber de veras qué piensa. Y yo creo que esa que es la virtud de la idea, que es una especie de transmisión del pensamiento, tiene en Alain Finkielkraut un ejemplo muy poderoso de la historia reciente de la vida francesa, no solo de la filosofía francesa. Y en ese sentido de estar pensando sobre lo que hiere en el mundo, lo que va configurando el tiempo en que vivimos, tiene en España ese paralelo en Javier Gomá, que es un filósofo de lo cotidiano. Lo cotidiano no solo es lo contemporáneo, sino lo que hereda el pasado, lo que nos hace vivir en función del ejemplo que hemos tomado. No solo el ejemplo de lo escrito, sino también de lo hablado, de lo habitual, de la vida. Y
Me da mucho placer decir esto aquí, porque como lo sabe Gomá, y quizá lo intuye Finkielkraut, entre nosotros se ha hecho difícil en España abrir los estancos compartimentados. Y es muy difícil ahora expresar desacuerdo con una idea sin unir al desacuerdo el insulto en las redes sociales, el insulto y la tormenta. Lo que está ocurriendo es una tormenta democrática, como decía Nicolás. La democracia no se hace tan solo votando, sino discutiendo, oponiéndose. A mí me gustaría comenzar con el español y luego con el francés, por preguntarles acerca del eje de esta conversación. ¿Cómo se presenta para cada uno de ellos, cómo se presentan los truenos de esa tormenta democrática? Javier. Buenas tardes y gracias por la presentación, por la asistencia, y es un placer mantener una conversación con una personalidad tan distinguida. Recuerdo un pasaje de la democracia de América, de Tocqueville, en el que él, que establece ese equilibrio delicado de la igualdad y la libertad como esencia de la democracia, alerta sobre los dos peligros que la democracia debe resistir. Cuando ese equilibrio se declina demasiado hacia un lado, la igualdad, o hacia el otro, la libertad, y se deshace esa sutil fórmula tan exquisita en que consiste la democracia. Y cuando uno de los polos, la libertad, prevalece excesivamente sobre la igualdad, entonces, dice él, tenemos el riesgo de la anarquía. Cuando, en cambio, es el otro polo el que destaca y suprime el de la libertad, es la igualdad la que adquiere el predominio, entonces el riesgo es el del totalitarismo. La democracia occidental parlamentaria representa el mayor éxito colectivo de la historia universal. Además, me declaro culpable de eurocentrismo en el sentido de que, primero, hasta la crítica al eurocentrismo es también occidental, y mi pronóstico es que lo que llamamos globalización, y en Francia muchas veces se denomina mundialización, es en buenísima medida occidentalización del mundo. Y si tenemos que pensar cómo será la democracia, cómo será el mundo dentro de 50 años, mi pronóstico es que será más occidental, igual que ahora lo es más occidental que hace 50 años. La ciencia política, que tan pocas verdades ha podido demostrar, ha declarado como una ley poco discutible, de acuerdo con los datos empíricos que ahora tenemos, ha declarado que en las democracias no se producen guerras entre países democráticos y que las democracias sólidas están libres de guerras civiles. La democracia requiere, sin embargo, algo que también destacó Tocqueville, que es una educación sentimental. Presupone que los individuos que componen ese proyecto colectivo, los ciudadanos, son mayores de edad. Porque una democracia es un sistema en el que
en un instante todos los ciudadanos se convierten en menores de edad, puesto que hay una persona, un dictador, que les dicta cómo deben vivir y cómo deben sentir. Mientras que la democracia presupone no solamente un ciudadano mayor de edad, sino un ciudadano ilustrado. Y dentro de la ilustración está algo tan delicado y tan sutil como no proyectar sobre las instituciones democráticas algo que estas instituciones no pueden ni deben dar, que es la salvación individual. Una vez que la democracia representa la secularización de los grandes relatos religiosos, con o sin creencia religiosa individual, el ciudadano democrático debe educar su corazón para comprender que la democracia es el lugar del consenso y, por tanto, de las verdades relativas. Relativas no significa que sean falsas, sino significa que son susceptibles de deliberación. Y, en cambio, recluir dentro del corazón los anhelos de verdades absolutas. Bien, uno de los problemas que ha generado la crisis es la proyección sobre las instituciones públicas de esos anhelos de redención, de esos anhelos de salvación, sin comprender que la política es el arte de gestionar la imperfección, y que los anhelos absolutos, que en otro tiempo sí que ha satisfecho los totalitarismos o los regímenes absolutos, deben quedar recluidos dentro del corazón, igual que la búsqueda del sentido. Los ciudadanos deben comprender que la búsqueda del sentido forma parte del corazón individual, el corazón secreto. Bien, con eso termino. Lo que me asombra y lo que me preocupa es la inmadurez sentimental del ciudadano moderno, que todavía sigue buscando en las instituciones políticas la salvación o el sentido para sus vidas, y al no encontrarlo tienden a criticar la democracia. Y cuando la critican y la desprestigian, es entonces más fácil que se produzca uno de los riesgos sobre los que alertó Tocqueville: o el exceso de igualdad, riesgo de totalitarismo, o el exceso de libertad, riesgo de anarquía. Señor Finkielkraut, ¿ve usted los mismos signos de tormenta? ¿Ve más? ¿Ve menos? Je vais reprendre ce terme de tourmente que vous avez utilisé. Et il me semble en effet très pertinent. La vie intellectuelle, aujourd'hui en France, est, par exemple, dans la tourmente. Elle est beaucoup plus tendue qu'elle ne l'était il y a quelques décennies encore. Il règne un climat intellectuel. Le climat intellectuel qui règne en France est extrêmement violent. Et c'est révélateur d'une autre tourmente. Et je ne sais pas si je dois, pour la qualifier, impliquer la démocratie. Les démocraties sont imparfaites, cela vient d'être dit, elles peuvent être frustrantes, et d'autant plus frustrantes aujourd'hui que le pouvoir des gouvernements, dans la mondialisation, précisément, s'amenuise. D'où une certaine frustration des citoyens. Ce n'est pas que les démocraties ne soient pas assez démocratiques, comme disent certains de ceux qui veulent les réformer, c'est que l'exercice même du pouvoir, de la souveraineté, est beaucoup plus limité aujourd'hui qu'hier.
pouvoir politique n'a plus la même latitude qu'auparavant. Mais je ne voudrais pas m'arrêter à ce problème, à cette frustration. Je crois qu'il y a plus grave. Et en deçà de la démocratie, il faut réfléchir à ce qui advient aux nations. Et là, je parlerai de la mienne. Et je dirais non pas que la démocratie française est dans la tourmente, mais que la nation est dans la tourmente. La nation, notre nation, se déchire. Notre nation se fracture. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple, dans les démocraties modernes, ce n'est plus la cité, c'est la nation. Mais peut-on encore parler de peuple? Cette unité, cette cohésion existe-t-elle? Une cohésion qui, évidemment, ne signifie pas unanimité. La démocratie, c'est le régime de la divergence, de la diversité des opinions, mais à l'intérieur d'une communauté politique particulière qui se reconnaît comme telle, la nation. Or, justement, cette unité ne va plus de soi, cette communauté est en crise. La France se déchire, et les déchirures du monde intellectuel ne sont finalement que l'effet de l'effet, la conséquence, la retombée de cette déchirure plus profonde. On a même parlé, et on parle même depuis janvier 2015, de fracture française. Cette fracture s'est vue au lendemain des attentats du 11 janvier, ce qui est très, très paradoxal, du 7, 8 et 9 janvier. Le 11 janvier 2015, des manifestations monstres ont eu lieu dans toute la France. Après les assassinats des dessinateurs de Charlie Hebdo, de policiers et de clients d'un magasin hyper cachère. 4 millions de personnes sont descendues dans la rue, plus d'1 million à Paris. Pas de slogans criés, mais des petites affiches. Je suis la République, je suis Charlie, je suis la police, je suis juif. 4 millions de personnes. Donc tout d'un coup, on peut se dire, le peuple est dans la rue. Grand moment d'union. Mais non, le peuple était dans la rue, mais pas ce qu'on appelle en France les quartiers populaires. Car cette nouvelle expression est apparue dans les médias, les quartiers populaires, pour désigner les quartiers d'où le peuple français, au sens ancien du terme, est parti. Quartiers populaires, ce sont des quartiers ethniquement homogènes et presque exclusivement peuplés d'immigrés ou d'enfants d'immigrés du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Or, les membres de ces quartiers populaires, les habitants de ces quartiers populaires ne sont pas descendus dans la rue. Ils ne se reconnaissaient pas dans le slogan « Je suis Charlie » parce que Charlie, ce journal satirique, avait caricaturé le prophète et il vivait ça comme une injure personnelle.
Et dans certaines classes, dans certains lycées, il a été très difficile d'imposer une minute de silence aux élèves, certains témoignant même d'une solidarité en parole avec les terroristes. Ils n'étaient pas majoritaires, mais ils étaient nombreux. Et on voit cette fracture n'a pas été résorbée. Nous devons vivre avec aujourd'hui en France. On ne peut plus parler du peuple. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a un phénomène, c'est-à-dire il y a le problème du terrorisme qui est une attaque contre la démocratie, contre la République, mais aussi contre la nation en tant que telle. Mais ce phénomène, le terrorisme, n'est que l'aspect paroxystique d'une réalité beaucoup plus vaste qui est celle d'une véritable sécession culturelle et même territoriale. Des gens qui, comme ils le disent eux-mêmes dans leur langage, se désavouent de la nation française, ou des gens qui, tout en affirmant qu'ils ont, tout en reconnaissant qu'ils ont le passeport français, refusent de se reconnaître comme français. On peut s'interroger longuement sur les causes d'une telle déchirure, sur les responsabilités de la France dans cette réalité. Et cette réflexion mérite d'être conduite. Mais pour répondre à votre question, je dois d'abord faire ce constat. La France comme nation ne va plus de soi. Et d'ailleurs, elle ne va tellement plus de soi qu'elle se redécouvre elle-même. Parce que vous dites démocratie, mais moi aussi j'avais l'habitude de parler comme ça. Lorsque j'étais jeune, mon langage, comme celui de la plupart des gens de ma génération, était celui de la révolution. Donc, je regardais la démocratie avec un certain mépris, même si je n'allais pas reprendre à mon compte le slogan « élection piège à con », il me semblait que le lieu de la politique, c'était, la vérité de la politique, c'était la lutte de classe. Ce n'était pas le vote, ce n'était pas la représentation parlementaire, non, c'était la lutte de classe. J'ai changé avec les gens de ma génération lorsque j'ai perçu la réalité du totalitarisme. La dissidence d'Europe centrale a contribué à m'ouvrir les yeux. Et je me suis alors réconcilié avec la démocratie. Et je parlais contre le totalitarisme, le langage de la démocratie. Et c'est tout récemment que presque à mon corps défendant, j'ai retrouvé la nation quand celle-ci a été attaquée en tant que telle. Donc, tout d'un coup, le patriotisme a ressurgi en moi, alors qu'il n'était plus d'actualité. Je me disais, voilà, je vis dans une démocratie, et peu m'importe qu'elle soit française. Mais non, puisque la France est visée, puisque la France est attaquée, je me dis, mais oui, mais alors, c'est plus que la démocratie, c'est une forme de civilisation, et cette civilisation est la mienne. Le tournant pour moi, et je m'arrêterai là, c'est fait au moment de la querelle de la laïcité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et vous n'êtes pas, je suis ici à Madrid, mais il y a eu un grand débat en France sur la question du voile islamique. Beaucoup, le voile ressurgissait dans les rues et beaucoup d'élèves réclamaient de pouvoir porter le voile islamique à l'école. Finalement, après 10 ou 15 ans de discussion, une loi a été votée interdisant dans les établissements publics le port de signes religieux ostensibles.
Elle visait, cette loi, essentiellement le voile, mais c'est tous les signes religieux ostensibles qui sont interdits. Et là, je me disais, bon, mais c'est la laïcité qui était défendue. Sauf que cette loi a été très mal perçue dans un certain nombre de pays occidentaux, d'autres démocraties, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et on a désigné cette loi comme liberticide. Alors je me suis rendu compte que cette laïcité que je prenais pour un principe universel, eh bien, c'était une laïcité française. Et peut-être que je me devais de la défendre en tant que telle. Donc pour finir, la nation, mon appartenance nationale m'est apparue tardivement, le caractère national de la démocratie aussi, et si j'ai pris tardivement conscience de cette identité, c'est du fait qu'elle était elle-même dans la tourmente. Javier quería Una pequeña introducir un... reaccionar a lo que ha dicho Elaine, muy esquemáticamente para que Juan pueda hacer progresar esta conversación. Una palabra sobre la democracia y otra palabra sobre la nación, que han sido mencionadas por él. Sobre la democracia, quizá alguno me lo haya oído alguna vez, porque lo he repetido muchas veces, aquello de, y lo he anticipado en mi primera intervención, es el éxito más sorprendente de la historia universal, la democracia parlamentaria, y siempre hago esta pregunta. Cuando sobre todo hay personas en España, en el mundo, que ponen demasiado el acento en la negatividad de la democracia y se generan lo que suele llamarse movimientos antisistema o movimientos o populistas, suelo hacer la pregunta de ¿en qué otra época te gustaría vivir a ti? ¿En qué otra época te gustaría vivir a ti si fueras pobre? O si tuvieras un hándicap físico o psicológico, o si estuvieras parado, o si fueras un anciano o un niño, o pertenecieras a una minoría sexual o religiosa, o fueras extranjero, o fueras preso, o fueras disidente. La respuesta es hoy, 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 hoy. De manera que, para mí, la pregunta inteligente, la pregunta filosóficamente relevante, ya no es si vivimos o no en el mejor momento de la historia universal, que la respuesta es obviamente sí, puesto que nadie nunca se cambiaría por otra persona de una época anterior. Si utilizáramos el velo de la ignorancia y no supiéramos qué posición vamos a ocupar, elegiríamos siempre hoy como lugar para existir. La pregunta filosóficamente relevante ya no es si vivimos o no en el mejor momento de la historia universal, sino si de hecho vivimos, ¿por qué la gente no lo ve? Tampoco los filósofos, tampoco los intelectuales. ¿Por qué cunde el malestar? ¿Y por qué cunde la melancolía, la negatividad en una sociedad que, sin embargo, ha demostrado ser la mejor de la historia universal? Esto respecto a la democracia. Y era respecto a la nación. Y es que yo comparto enteramente lo que ha dicho el profesor Finkielkraut respecto a la nación, en el sentido de que cualquier discrepancia o divergencia en el seno de una comunidad presupone un sentimiento de pertenencia a esa comunidad. Solo si existe sentimiento de pertenencia, es otros datos que la ciencia política nos aporta, podrá haber, por ejemplo, redistribución de la riqueza. Podrá haber solidaridad, puesto que solamente compartes con quien sientes de alguna manera que es propio. Y toda la teoría comunitaria nos ha enseñado a valorar la importancia de lo propio, aunque sea para luego discrepar. Pero quisiera añadir un comentario más sobre la nación, y es que me gustaría que se hiciera una reflexión sobre la nación utilizando la terminología de Kant en clave cosmopolita. ¿Qué quiere decir en clave cosmopolita? Que desde que el hombre es hombre, desde que en los orígenes de la historia un hombre se encontró con otro hombre o una mujer se encontró con otra mujer, lo primero que ocurrió es que uno mandaba, otro obedecía. Uno estaba identificado como lo propio y otro era lo ajeno.
Y la historia universal es la historia de las diferentes dignidades de lo humano. De pronto, el siglo XX hace un descubrimiento asombroso que nunca antes se había producido, y es la intuición de la misma dignidad de todo hombre y mujer por el hecho de serlo, con independencia de todos los otros factores que se convierten en accidentales. Ser judío en la época de Salomón, ser griego. Sócrates no quiso abandonar la cárcel y huir antes de morir porque lo convertían en una cosa, lo convertían en un esclavo, salir de la polis. La historia de la humanidad ha sido la historia de la multiplicidad de dignidades, y de pronto hemos descubierto que no, que solamente existe una raza, que es la humanidad, y solamente existe un principio, que es la dignidad individual. Y de pronto el planeta entero es una gran nación, y tenemos un sentimiento de pertenencia, no a España, a Francia, a Italia o a Estados Unidos, sino a esa raza común, con un solo principio. Y el ser francés, ser español, ser blanco, ser negro, ser hombre, ser mujer, ser musulmán, ser católico, ser agnóstico, ser adulto, joven, se convierten en accidentes respecto a lo único esencial, lo humano, con solo un principio, la dignidad, con solo una raza, la humanidad. Entonces, creo que la clave cosmopolita, que está basada en estas ideas que acabo de exponer, nos obligaría a pensar el concepto de nación, no para negarlo, sino para repensarlo, de una manera que Renan, por ejemplo, el gran teórico francés del siglo XIX, no podía ni imaginar. Ser francés era casi una manera de estar instalado en el mundo. Para mí, si me preguntan qué es ser español, yo diría que es la manera más práctica de ser contemporáneo. Pero realmente mi sentimiento de pertenencia se va hacia la humanidad, con un solo principio, la dignidad. Muchas de las cosas que está diciendo el señor Gomá están tratadas incluso con la cita de Renan en su propio libro, señor Finkielkraut. ¿Cómo reacciona? Usted viene de un tiempo en el que era muy difícil que a sus abuelos y a sus padres le hicieran esa pregunta y hubieran dicho, sí, yo quiero vivir aquí, este es mi tiempo. Para ellos la tormenta era real, tangible y sonaba, eran bombas y gas. Me gustaría su reflexión acerca de lo que ha planteado el profesor Gomá. L'idée d'humanité universelle a été apportée au monde au fond à la fois par la Bible et par les Grecs. Un seul Dieu pour une seule humanité. Le judaïsme n'était pas une religion nationale, puisque la nation juive était chargée d'apporter cette bonne nouvelle. Et la philosophie a eu d'entrée de jeu l'ambition d'être un discours universel qui s'adressait à tous. Mais cette idée d'humanité est devenue un sentiment d'humanité, et là c'est Tocqueville qui le montre très bien, avec l'égalisation des conditions. Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, fait en quelque sorte une histoire de la pitié. Il dit, dans les sociétés aristocratiques, régies par le principe hiérarchique, on a tendance à ne voir son semblable
que dans l'homme de sa caste. La démocratie, c'est la généralisation de l'idée et même du sentiment du semblable. La pitié ne connaît plus de frontières. Et on le voit d'ailleurs avec le développement des organisations humanitaires. Donc nous sommes tous partie prenante de ce mouvement. Nous sommes tous humains en ce sens. Et si nous mettons l'antiracisme au rang de principe suprême, c'est précisément pour manifester notre attachement à l'idée d'humanité et pour ne jamais oublier que l'ambition effrayante du nazisme, c'était en quelque sorte de l'extirper du cœur des hommes pour lui substituer la hiérarchie des races. Il n'en reste pas moins que cette humanité est diverse et que nul ne saurait concevoir une démocratie mondiale si le sentiment démocratique outrepasse les frontières, puisqu'il est la généralisation de l'idée et même du sentiment du semblable. La démocratie a besoin de frontières, car l'humanité est faite de communautés différentes, de nations, de langues différentes, et, dirait-on aujourd'hui, de cultures différentes.